coulis, plâtre, mortier ou métal fondu qu'on fait couler dans un trou de scellement ou dans les joints pour les garnir. Donc c'est l'action de couler la pierre. C'est remplir les joints par gravité. Cette opération se fait le plus généralement au plâtre, dans certains cas au ciment mélangé avec du sablon très fin, dans des cas très exceptionnels au plomb. La première opération du coulage au plâtre ou au ciment consiste à calfeutrer les joints horizontales déterminés par l'épaisseur des cales et tous les joints verticaux. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on garnissait ces joints avec de vieux cordages inemployables pour échafauder, que l'on rentrait en force dans les joints. Maintenant, on emploie fréquemment de la métalline, avec laquelle on garnit les joints sur un bon centimètre de profondeur, et on laisse sécher environ 1 heure. On aménage un trou dans le milieu du joint horizontal si le trumeau a une longueur de 1,20 m à 1,50 m. 2 s'il est plus long, ou 3 de façon à ce qu'il y ait un trou tous les 60 à 80 cm au maximum. Sur le dessus de la cise, on construit des godets en plâtre et les ouvriers font couler d'abord de l'eau pour chasser l'air contenu dans les joints et humidifier fortement les lits et joints des pierres, puis au plâtre ou au mortier de chaux ou du mortier de ciment. Lorsque le coulis arrive au trou inférieur, les aides les bouchent immédiatement au plâtre en maintenant pendant un instant la main sur le trou qu'ils ont bouché. Les compagnons continuent à remplir les joints jusqu'à ce que le plâtre ou le ciment arrive au niveau de la rase de la cise. Ce procédé est plus économique que le fichage et lorsqu'il est fait soigneusement, on est assuré de bien remplir les joints. Cette assurance a été confirmée bien des fois lorsqu'il a fallu ultérieurement ouvrir des baies dans des façades qui avaient été ainsi coulées. Le coulage au plâtre a été employé à Paris jusqu'au XXe siècle pour les constructions en pierre tendre ou demi-dure. Le coulage en ciment est pratiqué avec l'emploi de la pierre dure lorsque les contraintes imposées sont supérieures à la résistance à l'écrasement du plâtre, 120 kg par cm², compte tenu du coefficient de sécurité choisi. Le coulage au plomb est utilisé pour des scellements de pièces métalliques dans la pierre, balustrades de balcons, grilles sur les murs de clôture, etc. C'est un procédé plus coûteux que le scellement au ciment, mais avec lequel on est certain de ne pas avoir d'oxydation, c'est-à-dire de ne pas avoir de gonflement de métal oxydé pouvant faire éclater la pierre. Le coulage au plomb est très simple à exécuter, il suffit de faire fondre du plomb dans une gamelle et de le verser dans les trous de scellement. Donc concrètement, admettons qu'on ait une façade avec une pierre qui a été refouillée et le reste de la façade ici. Donc on va faire glisser la pierre dans la réservation qui a été prévue pour la pierre avec ses cales ici. On va boucher en façade les joints horizontaux et les joints verticaux. Et ici, alors il y a plusieurs solutions pour faire une sorte d'entonnoir. Donc la traditionnelle c'est au plâtre. Voilà, donc au plâtre on modèle quelque chose. Après ce qu'on peut utiliser c'est une bouteille d'eau en plastique avec un tuyau d'arrosage, un morceau de scotch qu'on va venir attacher avec un fil de fer et par exemple une cheville ou quelque chose comme ça qu'on va planter dans le mur. Et donc ce tuyau on va le faire rentrer sur la partie haute. On peut également
pour des coulis un peu longs où on sait qu'on va avoir du coulis, utiliser des éléments en PVC, c'est-à-dire faire un entonnoir avec du 100, avec une réduction de 40 ou de 30 ou quelque chose comme ça, ça marche très bien. Il faut juste bien nettoyer le matériel après si on veut pouvoir le réemployer. Donc le principe, c'est que on va verser le coulis dans le nid d'hirondelle et en fait le mortier va remplir tous les interstices jusqu'à ce qu'il arrive en hauteur. Alors ce qui est expliqué dans le dictionnaire raisonné, c'est que si on a plusieurs assises, pour être sûr que le coulis s'effectue correctement, même là sur une assise on va dire de 30, on peut laisser ici un trou dans le joint vertical et dès qu'on a ici du coulis qui sort, on sait que le niveau du coulis est arrivé là. Donc là on bouche au plâtre parce que la prise est rapide et on finit de couler. Pour finir de couler, il faut que l'entonnoir ou le nid d'hirondelle soit au-dessus du lit d'attente qui est là, de ce joint là. Pour être sûr, parce qu'il y a une certaine rétention comme c'est un mélange qui est plutôt liquide, il va toujours y avoir à la fin une descente du coulis. Donc dans les minutes qui suivent, c'est bien d'être présent et de continuer à remplir. Et une fois qu'on voit que ça ne bouge plus, on peut arrêter de couler. Et donc ça dépend du climat, mais le lendemain en hiver ou en été dans la demi-journée, on casse le nid d'hirondelle, on cure les joints, parce que le mélange a déjà gélifié, et on peut faire les joints. Alors quel mélange? Quel mélange et en quelle proportion? Alors, tout dépend du type de maçonnerie et du type de maçonnerie et d'éléments qu'on veut couler. Donc typiquement, pour des maçonneries, comment dire, on va dire paysannes ou des maçonneries à pierre non régulée, le mélange 1 pour 3, une chaux pour 3 sables liquides fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'on va dans la bétonnière, au lieu d'avoir un mélange mortier, on va rajouter de l'eau jusqu'à ce qu'on ait un mélange très liquide, type crème anglaise, mais beaucoup plus épaisse. Par contre, là, avec ce mélange-là, où il y aura beaucoup plus de sable, il faut mélanger régulièrement pour être sûr que le sable ne tombe pas en bas. Après, sur des joints beaucoup plus fins, on peut, donc comme ils le disent dans le dictionnaire, faire du 1 pour 3, mais avec du sablon. Donc du sable à sabler typiquement, donc qui va permettre d'avoir une fluidité beaucoup plus, enfin disons une granulométrie beaucoup plus fine, ce qui va permettre au mélange de s'insérer au mieux dans les interstices. Donc typiquement le mieux c'est soit on peut envisager par exemple dans une poubelle noire, une grande poubelle noire, on peut mettre un sac entier. Voilà. Dans une poubelle noire on peut faire on va dire on peut faire 60 ou 80 litres de coulis. Donc quand au démarrage, moi je sais que j'ai toujours aimé, alors ça dépend des types de maçonnerie ainsi de suite, au démarrage moi j'ai toujours aimé utiliser un mélange sans sablon et sans sable. L'idée c'est vraiment de boucher les interstices. Si vraiment derrière le mur il y a des fissures ou des choses comme ça, pour être sûr que le mélange va vraiment bien pénétrer partout dans les fissures, c'est bien de faire un mélange sans sablon. Et ensuite on peut intégrer du sable ou du sablon en sachant que par exemple sur une configuration comme ça,
le mélange va rester liquide quelque temps, et le temps qu'on coule, le sable va quand même descendre. Et même si dans le joint ça va craquer forcément, surtout sur du calcaire ou quoi, mais même si on a quelques petites fissures, dans le cas d'un joint de 5 mm en centimètres, on a une résistance mécanique qui est efficiente. Alors comme un béton, parce que c'est liquide, hein, il faut faire attention à la poussée. C'est-à-dire que il faut pas que le poids du coulis dépasse le poids de la maçonnerie qu'on est en train de couler. Donc il peut être nécessaire, par exemple sur des corniches ou sur des éléments en hauteur, peut-être des contreforts ou des choses comme ça, des contreforts, c'est-à-dire d'étayer. Donc on se sert soit de l'échafaudage, soit de toute autre chose, mais en général c'est de l'échafaudage. Donc on peut coller par exemple un bastin ici et mettre un étai avec un collier sur l'échafaudage acéré, pour être sûr que le poids, la poussée du coulis ne va pas déplacer les blocs. Ça c'est vu, hein. Donc là c'est toujours un peu la catastrophe. Bon, mais en général pour des petits chantiers c'est pas forcément nécessaire, mais il faut être bien conscient que le coulis exerce une pression sur les blocs de pierre, et que des fois ça peut partir en cacahuète. Donc on l'a vu là, c'est l'exemple type avec des parpaings en pierre, des cubes, enfin des blocs équarris, où on a des joints plutôt réguliers. Alors après on peut l'utiliser d'autres façons. Donc admettons, donc on a un talus ou quelque chose comme ça, ou des remblais. On a bâti un mur en moellon ici. Donc là, ce qu'on peut faire, plutôt que d'avoir à remplir l'arrière, donc c'est-à-dire c'est remplir de pierre, de blocaille. Voilà. Et là, on peut utiliser la méthode du coulis, c'est-à-dire qu'on va remplir. Donc on utilise typiquement un mélange un peu plus liquide. Donc là, typiquement pour faire ça, ce serait du 1:3 avec du sable grossier, du sable à bâtir. Mais au début, on le fait vraiment très liquide, pour s'assurer vraiment que ça va descendre jusqu'en bas. Et après, on peut le faire un peu moins liquide pour arriver jusqu'ici. Donc là, on peut remplir tout cet arrière-là de coulis, donc à la bétonnière, en sachant que là, on a un massif. Si on est sur un mur on va dire de 45 ou de 50, on a une véritable résistance. Après, il ne faut pas dépasser, je dirais, ici 50-60 cm de coulis par passe, hein, vraiment. Là, en mettant qu'on est à 1 mètre, on va faire une première passe ici, on va attendre une demi-journée, une journée, et on va pouvoir remplir derrière. Après, si on est vraiment pressé, il faut vraiment étayer en façade pour être sûr qu'il n'y ait pas de poussée. Une autre façon qui est d'utiliser le coulis, ça va être quand on a typiquement quand on fait une ouverture, donc en coupe. Donc là on a le jambage, ici on a le linteau. Ici on a les maçonneries, la maçonnerie du dessus du mur. Donc si on est sûr que derrière c'est fermé ici, pareil, on peut mettre de la blocaille à l'intérieur.
Et on peut couler, pareil, le dessus du linteau. De cette manière, on est sûr que il y aura vraiment du mortier qui va s'infiltrer partout, et c'est beaucoup moins pénible que d'avoir à charger à la colle, au mortier et ainsi de suite, et ça fait le même travail de manière efficiente. Donc là, pour ce procédé, de la même manière, on peut imaginer avoir un mur de parpaing plutôt droit à l'arrière. On va maçonner ces moellons. Bon, ça déverse un peu, mais bon, bref. Et là, on va laisser, on va dire, 5-7 cm. Et pareil, là, on va remplir de blocailles. Et on peut couler aussi de la même manière les arrières. Là, surtout, ce qui est intéressant, si on fait un bâtard avec un peu de ciment, et on va avoir une vraie adhésion du mortier, et on est sûr qu'il va y avoir du mortier de manière homogène partout. Et ça, et c'est surtout, c'est un énorme gain de temps en fait. C'est couler des maçonneries, c'est un énorme gain de temps. Ça évite d'avoir tout le protocole et un machin. Donc pareil, sur le modèle là, on peut imaginer monter 50 cm, couler, monter 50 cm de maçonnerie, couler, on peut intercaler et ainsi de suite. Mais là, on est sûr que vraiment le mortier va s'insérer dans tous les interstices et va englober vraiment toutes les pierres. Deuxième premier ajout, quand on coule, en règle générale, si on veut être sûr que le mortier soit propulsé en quelque sorte, comme vous avez pu le voir sur les vidéos en début de vidéo, il faut y aller franco en fait. Il ne faut pas y aller doucement. Enfin, il y aura toujours des pissés. En fait, il y aura toujours, si vous êtes sur sur le colmatage d'une fissure, ou sur des murs en moellon, ou qui sont jointés à l'ancienne, ou ainsi de suite, vous aurez toujours des pissés. Mais il faut envoyer le coulis. En fait, il y a vraiment une notion de vitesse, de cinétique, de dynamique sur la coulée. Si on coule tranquillement 2000 litres par 2000 litres toutes les minutes, en fait, ce qui va se passer, c'est que le coulis va figer dans la fissure sur vos pierres, d'autant plus si c'est du calcaire. D'ailleurs, il faut absolument balancer un grand seau d'eau en début de coulis, en tout début de la manipulation. Déjà, ça permet de voir les trous éventuels par l'eau qui va couler par les trous ou les micro-fissures. Et il faut vraiment avoir une dynamique, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il faut vraiment avoir une dynamique quand on coule. Il faut envoyer, quoi. Il faut que ça pousse, surtout si c'est des fissures profondes ou des arrière-murs profonds, ainsi de suite. Quand on coule par-dessus, c'est différent, parce qu'on est sûr que ça se remplit comme un récipient, comme un verre, donc là, il y a moins de problèmes. Mais quand on coule en façade, il faut vraiment être dynamique, il faut que le propre poids du coulis aille chercher de lui-même les fissures, les interstices, et ainsi de suite. Alors plus spécifiquement, parce que c'était quelque chose que j'avais proposé aux Jérôme, qui sont au Château d'Oli. Alors on peut utiliser cette technique du coulis pour couler des dallages. Alors il y a plusieurs cas de figure. Soit on a du tout venant, dont on veut garder le drain, parce que par exemple il peut y avoir un hérisson dessous, que ce soit. Donc là, il peut être utile de mettre un polyane. Soit on
on veut que le mortier intègre un peu le tout venant sur la partie du dessous. Donc ce qu'il va faire très bien, surtout s'il est liquide, le coulis va s'intégrer au tout venant et va durcir, va faire une espèce de chape sèche entre guillemets, en tout cas faire une croûte qui va durcir. Par contre, si on ne veut pas que le mortier pénètre le tout venant au-dessus du hérisson par exemple, parce que c'est leur cas, on peut mettre par exemple un polyane. Après on peut aussi faire des tests, ça dépend aussi de la manière dont ça a été damé. Sur quelque chose qui est vraiment très bien damé, ça peut convenir, puisque le coulis va gélifier dans les 2-3 premiers centimètres. Il faut faire un test, mais il va pas non plus aller couler tout le hérisson et ainsi de suite. Donc concrètement, déjà, alors pour réguler les dalles, alors soit vous avez des dalles sur la tranche qui sont parfaitement équarries, donc vous savez que vos dalles font 5 ou 7 cm ou quelque chose comme ça. On va en faire deux. Donc l'idée c'est de poser tout à sec. Donc là on a notre sol qui est là, donc là c'est un peu exagéré, et là de mettre une cale entre deux dalles. Alors ça peut être des cales en bois, ça peut être des cales en propylène ou en plastique, peu importe, mais l'idée, par exemple on va faire comme ça. Voilà. L'idée c'est d'avoir une cale qui va créer un vide ici, sur lequel le coulis va pouvoir pénétrer. Donc c'est toujours le même procédé. Alors soit on a un opus qui est incertain, c'est-à-dire qu'on a des dalles de tailles différentes, et dans ce cas-là on pose tout à sec sur cale et on va garder des trous, on va dire tous les mètres carrés, des petits éléments par lesquels on va couler par la suite. Soit on peut au plâtre faire un nid d'hirondelle, pareil, même principe, et couler par les joints. Donc ça va bien, il ne faut pas qu'il y ait des joints de 5 mm, il faut qu'il y ait un peu de 1 cm, c'est bien, de toute façon pour du dallage en général c'est 1 cm. Et en fait vous allez pouvoir vérifier, soit vous avez une bonne lumière, soit avec une lampe de poche, mais si vous mettez un nid d'hirondelle tous les mètres carrés à peu près, vous allez vite voir le mortier, le coulis qui va remonter dans les joints. Donc là, si vous pouvez enlever une petite dalle par mètre carré, là vous pouvez couler relativement liquide, mais là c'est mieux de faire du 1 pour 2. C'est mieux de faire du 1 pour 2, puisque là on n'est pas sur de la résistance verticale, on est sur des endroits qui vont être soumis aux piétons. Donc si c'est que du piéton, il n'y a pas non plus de contraintes qui sont excessives, mais là c'est bien de faire une chaux, la NHL5 typiquement, puisqu'elle a une très bonne résistance, et deux de sable normal. Et toujours on essaye d'avoir cette consistance liquide. Donc il va falloir avoir un gros malaxeur, par exemple si on fait une poubelle ou quoi, il faut un gros malaxeur, et entre chaque puisage, donc avec un seau, on vient remuer en continu pour que le sable soit continuellement en suspension dans le mélange, pour qu'il y ait une bonne répartition homogène du sable. Et donc du coup on coule,
Et en fait, vous allez voir, il va y avoir du retrait, ça va se machiner, ça va se résorber, et on vient continuer de couler jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau qui soit supérieur au joint. Donc on est exactement sur la même configuration que sur un mur ou sur un contrefort ou quoi. Et donc une fois qu'on est sûr que il n'y a plus d'écoulement, on est sûr que l'intégralité est coulée. Alors il y a plusieurs avantages à cette méthode. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de régler les dalles, les mains dans le mortier, parce qu'il n'y a rien de plus pénible de brasser des dalles au sol, les doigts dans la colle et ainsi de suite. C'est un travail de sagouin, c'est un travail de cochon, hein. Donc là on peut vraiment régler les dalles à sec. D'autant plus si on est par exemple sur une dalle en ciment ou quelque chose comme ça, c'est seulement royal. On se fait des cales en bois ou en plastique comme on veut. Bref, ça peut être même des cales en pierre, hein, régulées. Et on pose toutes ces dalles. Et après, on peut continuer à marcher dessus. Donc c'est ultra confortable. À partir du moment où chaque dalle est calée aux quatre coins, on peut circuler sans problème. Bon, en faisant attention bien entendu, hein. Mais on peut circuler sans problème, couler et ainsi de suite. Donc il y a vraiment comment dire, une notion de réglage, c'est-à-dire que on peut faire une erreur s'il y a des pentes, s'il y a des caniveaux, si c'est dans une cave. Je pense à vous les Jérôme en particulier, dans votre cave il y a un caniveau au milieu, il doit y avoir une pente voire deux pentes. Donc c'est à dire qu'on peut vraiment venir après avec des cales régulées 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, se dire ah ben là il faudrait bien 2 mm parce que la dalle est un peu usée, ça fait un petit maigre à cet endroit là, donc là on va pouvoir venir lever la dalle confortablement et régler et ainsi de suite. Donc il y a un vrai confort, autour de ce procédé pour poser du dallage. Alors, du coup, on peut aussi avoir des dalles Aki Magnana. Ah, donc ça, c'est typiquement à poser, c'est l'enfer. C'est-à-dire que c'est pas calable, c'est rond, ça bidouille tout le temps, et ainsi de suite. Si on a le malheur de marcher dessus, ça roule, puisque le dessous de la dalle est concave. Donc typiquement sur ce genre de dalle, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir à la meuleuse, donc on va réguler, on va prendre cette cote là, comment dire, la moyenne de toutes les dalles. Voilà, donc on sait qu'on a toujours du gras sur cette cote là, sur cette bordure. Donc ça peut être 4 cm, 5 cm, on s'en fiche. Et donc, on va venir faire ici un trait de disqueuse, donc seulement aux quatre coins, et casser cette partie-là. Voilà. Donc on se retrouve sur le même principe que là, c'est-à-dire qu'on a des dalles qui sont régulées, c'est-à-dire qu'on sait que entre l'intra et l'extra, on a une cote qui est régulée. Ça veut dire qu'on peut normaliser les cales qui vont reposer, qui vont tenir les dalles qui vont reposer sur le sol. Et là, on est sur exactement le même procédé. C'est-à-dire qu'ici, ensuite, on va venir placer notre cale en pierre, en brique, on s'en fiche en fait, hein, voilà. Et donc les cales vont... alors je le fais un peu plus loin d'ici, voilà. Et donc du coup, cette cote là a été définie la même sur toutes les dalles, et on sait que en posant nos cales régulées sur nos pierres, nos dalles régulées sur les cales, grosso merdo, on va toujours avoir quelque chose de confortable et de plan. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se demander s'il faut relever la dalle, rajouter une truelle de ciment, mascagner, machin, c'est l'enfer. Hein. Pour l'avoir fait, moi, avant de connaître vraiment la méthode, c'est vraiment l'enfer. Et donc, pareil, donc ce qu'on peut faire par contre, c'est
c'est sur ce genre de module avec l'écu concave. Par contre, là c'est bien d'avoir c'est bien. Alors on va dessiner ça comme ça. C'est bien de laisser des trous, donc pareil tous les mètres carrés, mais par contre pour le coup là c'est bien d'avoir une dalle plate. Alors je m'explique. Là c'est bien d'avoir une dalle plate qu'on va pas poser tout de suite, c'est-à-dire que toutes nos cales, toutes nos dalles sont régulées sur les plaques et on va avoir des trous de coulage beaucoup plus confortables. Moi c'est ce que je fais en général sur ce genre d'opus. Mais après on peut tout à fait imaginer faire des trous, des nids d'hirondelles, faire des nids d'hirondelles au plâtre ou oui, au plâtre parce que c'est ce qui est mieux. Alors le plâtre c'est bien de le dégraisser au sable ou quoi, il est moins collant, il est moins tachant. Donc on peut aussi tout à fait imaginer le faire comme ça. Mais moi je sais que si effectivement à un moment donné vous vous retrouvez avec une petite dalle ou une dalle plus petite, c'est bien d'avoir une dalle régulée pour pouvoir couler. Et petit détail pour ce procédé là, la coupe ici elle peut faire 3-4 cm, hein. Ça sert à rien d'aller chercher très loin. Le tout c'est qu'on puisse vraiment, ça va dépendre de ce qu'on va utiliser comme cale en bois ou en minéral ici, mais 2, 3, allez 4 cm ça suffit amplement. Même pour des modules qui font un demi-mètre carré ou un quart de mètre carré, ça suffit amplement. Alors aussi, je voulais vous parler de la pierre de Saint-Thirier. Alors j'essaierai de mettre une photo en incruste. Donc c'est des dalles schisteuses qui sont extraites principalement sur la commune de Saint-Thirier-la-Perche dans la Haute-Vienne. Donc vous pouvez acheter du vrac. En général elles sont, comme c'est lité, c'est déjà on va dire régulé. Donc là plutôt que de chercher à réguler les bords, on va sous-caler ou surcaler, c'est-à-dire on sait que les dalles elles font 7, 8, 9 maximum en moyenne, et donc là on va venir caler avec des cales au propylène ou quelque chose comme ça pour vraiment réguler. On va pas tailler, surtout que c'est une pierre qui est plutôt dure, qui a tendance à faire cramer les disques, même ce qui est vendu pour granit. Donc admettons qu'on ait un espace carré comme ça à faire, on va avoir plusieurs dimensions de dalles ou pas, mais en général c'est mieux si on a vraiment des dalles comment dire de tailles différentes, ou on peut avoir des dalles plus ou moins homogènes. Donc dans le cas où on a des dalles plus ou moins homogènes, donc on va partir d'un coin par exemple ici. Voilà. Donc en fait on va avoir des dalles, on va avoir une dalle qui est comme ça, quelque chose comme ça. On va réguler à la meuleuse cette partie-là, on évite de s'enfermer et on va couper comme ça. Et donc ensuite ce qu'on va faire, alors je vais le faire un peu plus propre ici. Voilà. Donc ensuite ce qu'on fait c'est qu'on vient avec un carton, on se positionne avec le joint le long du mur et on vient prendre cet angle là sur le carton. Donc le carton on va dire qu'il est comme ça, voilà. Et on va chercher une pierre par contre qui a un angle qui s'en approche le plus. Donc ensuite ce carton là on va venir le placer sur une dalle par exemple qui est comme ça. On trace, on régule, on coupe et on pose la dalle à côté. Voilà, donc ce qui fait qu'ici on a un joint ici, voilà. Après, si on a des dalles, ce qu'ils appellent eux, par exemple les pas d'éléphant, c'est ce qui a été fait à la Tour du Plou à Saint-Thirier. On avait des dalles qui étaient plutôt conséquentes, pas loin du mètre carré, je pense. Donc ce qu'on a fait, c'est que
on a régulé les dalles, c'est-à-dire qu'on a recoupé les bords propres, droits. On a commencé, alors c'était une allée comme ça, on a commencé par poser les plus grands modules. Et ensuite, bon là je me suis un peu gouré mais c'est pas grave. Et ensuite on a complété avec des modules plus petits, je vous mettrai des photos en incrustation. Voilà. Donc là, comme on avait donc on a tout posé à sec sur tout venant damé. Les grandes dalles, par contre, comme elles étaient lourdes, très lourdes, on les a réglées au cordeau et avec des cales en bois. Et par contre, on a quand même, donc on a mis des cales en bois aux quatre coins. Et on a quand même le soir, avant de partir de débaucher, on a quand même fait des plots au mortier pour avoir quand même une stabilité, que ce soit qu'on soit sûr que ça bouge pas. Et après on a laissé donc ces espaces, tous les mètres carrés par exemple, et on a coulé tout simplement, on a coulé le mortier sous les dalles. Et donc on le voit bien hein, quand on coule, on voit le mortier briller et s'étaler partout. Surtout qu'une fois que même sur du tout venant, broyé, une fois que la couche ici a été étanchéifiée en quelque sorte par le coulis, le coulis va très vite monter, entre les dalles, sous les dalles, entre les dalles, donc on peut avoir des choses un peu irrégulières et ainsi de suite. Donc là, sur ce procédé là pareil, donc en fait à chaque fois on prend un carton. L'idéal c'est le carton parce que c'est ce qui est le moins cher et le plus rigide, et par exemple on va venir chercher cet angle là, si admettons on a cette pierre là à faire, on vient chercher au carton, on trace, on découpe, on corrige, et après on vient chercher la dalle dans le tas qui correspond le mieux, on l'ajuste, et après on a juste à la poser, donc petit ajout pendant le montage, dont je n'ai pas parlé pendant la vidéo. Donc on peut bien évidemment utiliser cette méthode de coulis pour combler des fissures. Elle est d'ailleurs utilisée souvent pour cette raison quand il y a des désordres sur un bâtiment. Donc pareil, si on a 3 ou 4 mètres de fissure à couler, on s'assure que la fissure a bien été fichée sur la totalité de sa hauteur. On laisse des évents témoins régulièrement tous les 50 ou tous les mètres. Et on vient couler tous les 1,50 m, tous les 2 mètres. En fait, ça c'est au jugé, ça dépend vraiment des quantités qu'il y a à passer. Et on peut véritablement consolider une maçonnerie, un mur fissuré de cette façon. Donc par étape, toujours pareil, il ne faut pas être trop gourmand.
en sachant que sur des gros coulis qui peuvent s'étaler sur une semaine complète, on peut passer plus d'une trentaine de sacs de chaux et à peu près plus d'1 m3 de sable. Donc il faut vraiment y aller tranquille, surtout donc, si c'est des maçonneries un peu fragiles. Mais dans tous les cas, il faut y aller tranquillement. Il vaut mieux prendre le temps de faire les choses sereinement. Laisser le temps au coulis de décanter entre chaque passe. Donc on peut estimer que dans un mur lambda de 45-50 cm d'épaisseur, on peut passer 3 voire 4 sacs en une passe. Et après il vaut mieux s'arrêter parce que en fait si on décide de couler une fissure, déjà ça veut dire qu'on n'a pas forcément déjointé tous les joints de la maçonnerie. On n'est absolument pas sûr comment dire, de la cohérence, de la cohésion de la maçonnerie, ainsi de suite. Donc on y va par passe, on y va par mètre, par 50 cm, par mètre, et comme ça on peut remonter. Donc avec les évents, on a vraiment des témoins qui nous indiquent que le coulis est arrivé au niveau auquel on coule. Et de toute façon, si vous pratiquez la méthode, vous verrez, on a des fuites quasiment en permanence, surtout sur des maçonneries en moellon. Donc il faut y aller tranquille, mais voilà, on peut couler aussi, consolider des fissures de cette façon-là par la méthode du coulis. Donc je récapitule. Le mortier typique, c'est une chaux, typiquement, et 3 sables. Donc ça, c'est pour comment dire, les maçonneries de moellons, tout venant et ainsi de suite. Si donc c'est du sable à bâtir, typiquement sur ce genre de procédé là. Donc là, il n'y a pas de finesse à avoir, on est sûr que ça va passer. Par contre, si on est sur du moellon ou des fissures assez fines, on va réduire le sable. Ou même si on a des joints qui sont relativement fins, on peut carrément utiliser du sablon. Éviter le sable de mer, parce qu'en général, le sable à sabler, c'est du sable de mer. Donc on peut faire le mélange à la bétonnière. On fait un mélange normal, donc quand on est sur du 1/3, on fait le mélange normal, mais on rajoute de la flotte, et après dessous, on vient mettre sa brouette, on balance ça dedans, on rapproche du chantier ou quoi, et en touillant, donc c'est bien d'être 2 pour faire ça, c'est plus pratique, mais on peut aussi brasser avec le seau, et on va venir remplir la maçonnerie ou ainsi de suite. On peut faire donc soit dans un seau, si on a des petites quantités à faire, notamment sur du fin avec un petit malaxeur, une perceuse ou une visseuse sans fil ou quoi aux caisses, ou carrément dans une grande poubelle noire, si on a vraiment des grandes quantités, en sachant que dans une grande poubelle noire, on peut passer un sac entier sans problème. On peut aussi utiliser du ciment. Alors le ciment, pour faire un bâtard, c'est bien pour les endroits à forte sollicitation ou les endroits qu'on veut vraiment consolider. Donc ça peut être sur une maçonnerie verticale, sur un mur, mais ça peut être sur un passage ou quelque chose comme ça. Donc typiquement pour un seau de chaux et 3 seaux de sable, on va utiliser une truelle de ciment ou quelque chose comme ça. Ça permet au mélange comment dire, de figer beaucoup plus vite, et ça amène vraiment une résistance supplémentaire, hein. Le bâtard, c'est pas sale. Par contre, préférez, si vous pouvez, donc c'est un peu plus cher, ça dépend
Ça dépend des quantités que vous avez à faire, mais préférez le ciment blanc, c'est quand même beaucoup plus propre. Bien que la neige 5 soit grise, et si on met une truelle de ciment gris dans 4 seaux de mélange, ça se verra à peine. Mais bon, bref. Préférez le ciment blanc si c'est des choses un peu propres en façade et tout ça, pour éviter qu'il y ait comment dire, des coulures qui soient difficiles à nettoyer. En parlant de coulures, c'est important quand on coule, par exemple si typiquement on a des murs un peu à l'ancienne, bâtis à la terre typiquement, ou même à la chaux, et que il y a des fissures ou quoi aux caisses, donc on va couler, c'est bien de vérifier régulièrement s'il n'y a pas une fuite à l'intérieur, une fuite dessous, ainsi de suite. C'est typique, ça arrive à passer par des micro-trous vraiment. Donc quand on coule, on y va tranquille, on prend le temps. Le mélange, il ne va pas figer instantanément, mais on prend le temps. Si on a des gros volumes à faire, on prend le temps de le faire. Si on a des gros volumes à faire, il faut les faire par alternance. Il faut vraiment se rappeler que le coulis, bon, a moins de poussée que le béton, parce qu'il n'y a pas le gravier dedans et ainsi de suite, mais il y a vraiment quand même une forte poussée. Moi j'ai vu 6 mètres de corniche sur une cathédrale valdinguer dans l'échafaudage, parce que les ouvriers qui étaient là avaient jugé qu'il n'était pas nécessaire d'étayer les corniches. Et en fait, ça, c'est Archimède, hein, si c'est liquide, du coup, ça porte le caillou. En fait, le caillou va avoir tendance à flotter un peu, ça va amener un flottement, et la poussée derrière va faire que c'est pas le petit joint que vous avez fait sur le pourtour de votre pierre pour étanchéifier qui va retenir quoi que ce soit. Et petit moment bonus, donc quand on pose une pierre, c'est un parpaing ou même une pierre, comment dire, un moellon, une pierre irrégulière. Comment on va poser les cales? Parce qu'il faut qu'il y ait un joint dessous. Là on est en vue de dessus, il faut bien qu'il y ait un joint dessous. On pose les cales, une au milieu à l'arrière et une devant de chaque côté. En fait, ça vous permet d'avoir un point d'appui à l'arrière qui va pouvoir vous permettre de pouvoir régler votre pierre. Si vous mettez une cale là et une cale là, vous ne pourrez pas régler votre pierre. Donc ce procédé-là, en mettant une cale à l'arrière et 2 cales devant, va vous permettre ensuite, avec des coins en bois, de venir ficher vos coins en bois de chaque côté, et en enfonçant plus ou moins votre coin, vous allez pouvoir faire baisser ou lever votre pierre, vous ajustez sur le parement et ainsi de suite. Pareil quand on coule, du coup, admettons on a posé cette pierre là, donc on a un coin ici, un coin ici, donc ça c'est mon joint qui est là. Vous allez remplir ça de mortier. Alors il y en a qui font les joints directement, ça peut se faire. Voilà. Et donc vous avez votre cale, alors je vais le refaire parce que on n'y voit rien. Donc maintenant en façade, on a la réservation et le caillou qui a été posé dedans. Donc là on a notre coin en bois ici. Et alors ce qui est bien de faire du coup, c'est de faire un coin ici, un coin ici. Voilà. Donc bon là c'est vu de dessus, mais bon bref. Donc 4 coins à forcer. C'est-à-dire que si en plus du joint que vous allez faire pour retenir le coulis, vous êtes sûr que votre pierre va pas bouger. Vous êtes sûr que votre pierre, comme elle a un coin là, un coin là, un coin là, elle est vraiment comprimée vers là et comprimée vers là. On peut aussi, si on a un doute, mettre un coin sur le côté, hein, c'est pas un problème. Voilà. Et là après, hop, on vient mettre notre tuyau d'arrosage.
notre bouteille, notre cheville, fil de fer, cheville, et on vient couler. On vient couler. Et donc l'idée, voilà, c'est de, si vous n'êtes pas serein ou quoi, vous laissez un trou à moitié ici par exemple, vous ne remplissez pas votre joint, et vous allez voir le coulis arriver là, et vous êtes sûr que vous avez du coulis jusqu'à ce niveau-là. Bonne maçonnerie les loulous!